Thomas N'Gijol sur le 2.0. Qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Moi, j'adore ce que vous faites. Je suis un fan aussi de l'humour et de la culture qu'a amené Canal, avec un renouvellement quasi incessant, hein, qui a eu cette force de renouveler des humoristes qui ont marqué la culture des années 2000 à travers le cinéma ou d'autres. Et donc vous êtes dans cette mouvance-là. Puis après, bon, pour des raisons qu'on ne va pas commenter, vous avez quitté Canal. Et là, moi, j'ai l'impression que répondez franchement, j'ai l'impression que vous avez mis le frein à main. Par rapport à, parce qu'aujourd'hui à Canal, on a l'impression que il n'y a plus la même liberté de ton que de par le passé, et que c'est bien, j'ai passé un bon moment, mais je suis un peu resté sur ma faim parce que d'habitude je vous trouve plus insolent. C'est vraiment que vous allez plus loin. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas un peu auto-censuré, est-ce qu'il n'a pas un peu mis le frein à main par rapport au contexte dans lequel il évolue aujourd'hui. C'est une liberté de grosse critique, c'est mon Dieu. Ça vient de tous les sens. Non, mais non, j'aime beaucoup. Ça s'envolerait. C'est un autre débat. Non, mais cette question, elle est intéressante, mais je pense que, en fait, je suis dans la dynamique que j'ai lancée sur mon second spectacle, et qui peut-être que vous m'avez connu, j'étais peut-être célibataire sans enfant. Et aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Mais non, mais peut-être que vous m'avez connu plus à cette époque où j'étais peut-être plus chien fou, quoi. Oui. Et il se trouve que depuis le temps, hors Canal+, ma vie a beaucoup changé. Et je ne sais pas si je suis plus posé, mais je prends un peu plus de recul sur les choses et je suis peut-être moins instinctif, impulsif. Non, ce qui veut dire aussi, impulsif, vous aviez une liberté, parce que c'est vous écrivez les textes, c'est vous qui écrivez les textes. J'allais y venir, mais la liberté, elle était totale. Moi, avec la chaîne, quand on s'est mis d'accord sur ça, c'est que évidemment, ils avaient un droit de regard sur ce que je fais. C'est pas opaque. Je travaille comme avec une chaîne, donc ça. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire un droit de regard? C'est quand vous avez terminé les sketchs. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mes amis. Venons humour, venons sur Thomas N'Gijol et la censure. Bien sûr. Alors, il nous fait croire qu'à l'époque, même à Canal, il était libre de parole. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Et à présent, il prétend aussi qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Qu'il a la parole libre. La liberté d'expression. Liberté de la parole. Mais, eh bien, on comprend que, en vérité, il n'est pas si libre que ça. Parce que il est bien obligé de parler de son travail et, bien sûr, de partager ses impressions avec ses supérieurs. Continuons la vidéo. Vous leur montrez. Oui, c'est simplement, qu'est-ce que tu vas faire, tout simplement. C'est pas genre, vous me corrigez, c'est qu'est-ce que tu vas faire, je vais faire ça, et puis c'est normal, mais c'est pas un droit de regard. Et si vous avez dit non, ça plaît pas? Mais ça s'est passé comme ça. Des fois, il y a des choses qui les plaisaient pas dans un certain sens. Mais après, non, mais dans un sens où peut-être que c'est pas drôle. Non, mais c'est moi finir. C'est pas important. Non, dans le sens où peut-être qu'ils ne comprenaient pas où je voulais en venir, ou peut-être que je n'étais pas clair. Enfin, tout un tas de choses dans ce sens-là. Mais après, moi, j'ai le mot final. Et quoi qu'il en soit, ma règle à moi, c'était d'être drôle. Et je l'ai été, il n'y a pas eu d'histoire de ça, ce sujet, tu n'en parles pas, ça, tu n'en parles pas. L'objectif, c'est d'être drôle. Pardon ? L'objectif, c'est d'être drôle. C'est d'être drôle, mais après, la sentence, c'est surtout vous, c'est surtout le public, c'est surtout... Voilà. Alors justement, Marianne... Et puis après, on regarde le début du spectacle, le début de l'émission. On retrouve le côté stand-up et ça fait plaisir. Les sketchs, moi j'ai ri, hein, parce que moi je suis pas aussi méchante. Je suis pas aussi méchante que Mourad. Et alors, lequel t'a fait rire particulièrement? Mais non, arrête, ça y est, ça recommence. Non, mais... Tu apprécies dans le spectacle particulièrement non, parce qu'en fait, il me vanne depuis tout à l'heure, parce que étant la seule fille, j'ai osé dire qu'à un moment on voyait vos fesses, et donc ça les a fait rigoler. C'est pas du tout ma question, parce que j'ai quand même des choses... C'est un bon teasing. Plus intéressant à dire. 20 centimes, elle a fait 2 heures. D'ailleurs, excusez-moi, je n'allais pas du tout faire un arrêt sur image sur le fait que l'on voit les fesses de Thomas N'Gijol, mais je voudrais tout de même
adressé à mes concitoyens, n'est-ce pas, pour ne pas accuser une communauté. S'il vous plaît, faites attention à vos fesses et qu'on ne voit pas votre calbar. Ah bon? C'est pas vrai. Mais j'ai lu que vous étiez un petit peu inspiré des grandes gueules, que vous écoutiez les grandes gueules, Thomas Duvet. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, la manière dont vous avez parlé de Non, mais il y aura un sketch là-dessus. Oui, bah, vous savez qu'on s'est déjà rencontrés dans des émissions par le passé, et puis c'est vrai qu'RMC et d'autres stations radio sont beaucoup influencés dans le sens où j'aime les joutes verbales, j'aime les gens... Voilà, fort en gueule, qui existe pour de vrai, et c'est quelque chose qui a influencé des sketchs que les gens vont voir. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, ce n'est plus, excusez-moi, mais réellement les grandes gueules. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après. D'accord. A priori, on ne voit pas cette semaine, parce que nous, moi... Non, dans deux semaines, ouais, parce que vous verrez, vous me réinviterez, et puis on en reparlera, et mon rapport qu'il a été encore un peu déçu, j'imagine. Petit extrait de l'attaque de l'émission, selon Thomas, c'est sur Canal, c'est à 22h50. Bienvenue à tous dans Selon Thomas, mon émission, mon espace. J'ai gagné, messieurs, dames. J'ai gagné. On va faire du sale. Du sale. Alors, vous savez, mes amis, comme je ne suis pas adepte de la télévision, tout simplement, pour ne pas aller plus loin dans les programmes télévisés, mais quand je vois ce genre d'émission, eh bien oui, je comprends que cette américanisation française est bien en route, n'est-ce pas? Financé par Canal+. Bon, je vous explique vite fait le concept de l'émission. Il va y avoir plein de choses qui sortent de ma tête, de mon esprit. Vous allez voir des sketchs, vous allez voir des lives. On va s'amuser tout simplement dans une énergie totalement libre, libérée, sexuellement, virtuellement, intellectuellement. C'est l'orgasme ce soir. Et donc c'est à 22h50 sur Canal. Moi j'ai bien aimé le « j'ai gagné ». Il y avait quand même un petit fond de vérité quand même de Alors, vous voyez, ça c'est les manche-pierres. Les journalistes, les journalopes, comme dirait M. Houplon, bien sûr qu'ils vont défendre leur maître. Ils vont dire, oui quand même, vous avez gagné, ils vous ont donné quand même quelque chose. Mais ils ne disent pas la part d'audience qu'ils prennent avec les gens qui regardent Thomas et Gijol. L'hypocrisie télévisuelle. Histoire de se dire, ça y est, c'est moi la vedette, c'est moi qui est mon show, quoi. Oh, la vedette, non, j'ai passé ça. Non, il y a un côté, c'est simple, c'est de l'ironie, quoi. C'est sympa de se dire, voilà, j'ai mon émission, j'ai gagné, ouais, symboliquement. Après, ce qui est bien, c'est la libre interprétation de chacun a sa lecture, et moi, ça me va. Ouais, mais c'était quand même quelque chose que vous aviez en vous, cet objectif un jour d'avoir votre propre show. Ah, non, mais c'est vrai que j'ai grandi en regardant des émissions comme celle des Inconnus, celle des Nuls, d'autres humoristes, d'ailleurs, plus récemment des émissions comme le Palma Show que j'apprécie. Donc voilà, je me disais pas d'avoir mon émission, mais c'est vrai que voilà, avec notre métier, on a des inspirations visuelles, de sketch. En tout cas, moi. Et il ne connaît pas le BHR Show. C'est souvent le cas, donc je me suis dit, bah là, il y a un timing, il y a un moment, essaye de mettre tout ça en forme. Il y a un sketch, et je crois que c'est le premier qui passe,
où vous faites un producteur harceleur qui reçoit une jeune femme et on va pas spoiler le sketch. Et on voit ses fesses. On voit ses fesses. Ce qui a retenu Marianne, ce que j'ai retenu, c'est que dans le contexte actuel, l'affaire Weinstein, balance ton porc, etc. C'est le message que vous vouliez faire passer. Vous moquez de ça et le montrer. Le message que je veux faire passer, c'est surtout que ce genre de comportement existe pas seulement dans le milieu du cinéma, comme vous le savez. Et puis oui, c'était un peu de mettre vraiment en lumière des choses que j'avais un peu entendues, des choses que j'avais un peu entendues ici et là dans le monde de la musique et ailleurs, quoi. Je me suis dit, voilà, on va un petit peu parodier ça aussi. Mais au-delà de la parodie, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que justement, à la suite de cette libération de la parole, les choses vont se passer différemment ou des amis qui vous avaient rien dit commencent à vous parler? Est-ce que vous avez vu ça, vous Moi, directement, non. Vous avez déjà été harcelé? Non, je n'ai jamais été harcelé, je ne crois pas en tout cas. Est-ce que vous avez été témoin? Ah bon, même par Michel Denisot? Témoin, non, pas Michel. J'ai été témoin, ouais. Ouais, témoin? Témoin, mais pas sur un producteur, sur un homosexuel. Enfin, encore autre chose. Qui harcelait le mec du fait d'être homosexuel. C'était assez malaisant. Et bien sûr, en tant qu'agent du système, eh bien, il défend les LGBT. Comment s'appelait le producteur? Bon, non, on n'est pas là Mais pour... qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est toujours compliqué, on a tous été parfois témoins de ça. Comment on réagit? Non, mais je pense que en fait, c'est beaucoup lié à l'éducation. Moi, je ne veux pas éduquer quelqu'un, et il y a la loi qui est là pour punir si la personne va trop loin. Mais à un moment donné, moi, je ne fais du mal à personne, et que ce soit homme, femme compris, quoi. Je ne vais pas user de mon pseudo-pouvoir pour... ça, c'est des choses qui... Je vis avec 5 femmes à la maison, donc à un moment donné... Comment faire? Est-ce que vous pouvez développer? Je développe parce que... Avec ma gueule, mon nom et ma couleur de peau, il peut y avoir un amalgame. Ma compagne, 4 filles, voilà, c'est juste ça. Des familles recomposées. Voilà, deux grandes, familles recomposées, exactement. Thomas Gijol, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant. L'émission s'appelle Selon Thomas, coup d'envoi à 22h50 sur Canal+. On parlera aussi d'un film qui va arriver à la rentrée prochaine. Black Snake, c'est ça, c'est beaucoup de boulot, ça vous tient très à cœur. Réalisé avec sa compagne. Voilà, il va falloir nous expliquer ça. D'accord. Belle histoire. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23. Les GG avec aujourd'hui dans le grand oral Thomas Gijol qui est avec nous. Donc Thomas, il y a l'émission sur Canal, selon Thomas, tous les vendredis, 22h50. Et puis il y a la réalisation du film Le Grand Projet qui s'appelle Black Snake. Oui, absolument. C'est quoi ça? Film de super-héros, paraît-il? C'est une comédie sur un super-héros dans les années 70, en Afrique. Absolument, qui va non seulement libérer un pays, mais même un continent. Ça paraît vachement. Et nous arrivons à des moments intéressants du cinéma. J'en suis persuadé et j'en suis aussi ravi. Vous voyez, que ce soit Eboué, que ce soit Thomas et Gijol, en peu de temps, ils ont vraiment mis la barre haute. Alors je parle dans leur carrière personnelle bien sûr, mais la suite nous le dira. Sinon on sort de Black Panther qui a écrasé le monde entier au box-office, donc là, Serpent Noir, Black Snake. On ne sait pas si on va écraser le monde entier, déjà si on écrase la France ça sera bien, mais bon c'est en cours de route en tout cas, mais ouais c'est un film que j'ai co-réalisé avec ma compagne Carole Rocher. Et on s'est beaucoup amusé dessus. Il y a pour les acteurs connus, il y a des gens comme Edouard Baird qui sont dedans. Et après, il y a plein de comédiens moins connus et connus sur le continent africain, on va dire. Donc, non, c'est un super film. Vous jouez dedans ou pas? Ouais, c'est moi qui joue le sauveur. Le sauveur, ouais. Sur le continent africain. Alors, là, je vais m'adresser aux Africains et surtout aux Ivoiriens. Vous qui connaissez, ma foi, sédatif, des guignols d'Abidjan,
Eh bien, pourquoi il n'y a jamais eu, si vous voulez, de grande distribution et d'accords cinématographiques pour pouvoir justement donner cette chance à Michel Gouou ainsi qu'à ses acolytes. Eh bien, l'esprit de Canal, ce soi-disant esprit de gaucho, soi-disant, en fait, ils n'étaient pas si gauchos que ça, dans le fond. C'est plus un genre masqué, on va dire. En fait, vous faites un film où c'est vous qui sauvez toute l'Afrique. Ouais, mais non. On se donnait de bourreau. On va dire ça. Non, mais ce qui était amusant, c'est de le faire vraiment dans les années 70, parce qu'il y avait un décalage politique, vu qu'on était en pleine période France-Afrique et tout. Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a des discours qui résonnent encore aujourd'hui. Et non, on a pris beaucoup de plaisir. Ça va être drôle. Et vous êtes fâché avec Fabrice Eboué? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous collaborez ensemble? Vous c'est terminé parce qu'au départ au cinéma votre aventure elle était à deux? Oui, mais c'est pas du tout. C'est qu'à un moment donné on n'est pas un duo non plus, donc forcément on a besoin de nos espaces respectifs sur scène, projet cinéma, autres. Donc non, mais je pense qu'on va se retrouver parce que comme on dit. Alors excusez-moi, je vous fais une petite intervention. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Diego Chouraki, un frère de mon quartier, un petit frère de mon quartier. Et il me fait un commentaire sur la vidéo et sur le fait de donner du temps au temps. Et il me dit, très bonne vidéo sur donner du temps au temps. Bravo, excellente réflexion. Ça me touche au plus profond. Ça met 203. Vous avez l'air d'être assez complet. En tout cas, vous faites plusieurs choses différentes. Un late show, un film. Avant, vous faisiez du stand-up et tout ça. Est-ce que vous avez d'autres envies, je sais pas, de faire des vêtements Est-ce que je dis Qu'est-ce que c'est bon? Et là, est-ce que vous saisissez un peu, vous voyez, l'humour noir vu par un blanc? Eh bien, c'est ça, l'humour noir vu par un blanc. Vous voyez? Et vous savez, à force que je vous raconte un peu des expériences et la chronique de la romance de ma vie, vous allez comprendre pourquoi j'insiste à chaque fois sur ces petits détails comme l'assimilation ou l'intégration n'est pas la soumission, ou bien l'humour noir vu par un blanc. Vous voyez? Vraiment comme Kalash criminel qui a sorti du parfum. Vous comprenez? Et là, il dit à un humoriste, alors peut-être qu'il devrait changer d'appellation, alors il dit à un humoriste, un réalisateur, eh bien oui, il ne va pas sortir des vêtements aussi. L'humour noir d'un blanc, si vous voulez. Banlieusard, une marque de vêtements, une marque de canettes, de boissons. Une marque de canettes? Non, j'ai pas d'envie de vêtements. Cola. Non, j'ai ma petite structure maintenant avec laquelle justement j'ai coproduit cette émission de télé, je coproduis aussi Black Snake, et maintenant l'idée est de continuer à avancer dans l'artistique en allant là où j'ai envie d'aller. Donc il y a un projet qui s'articule. Voilà, il y a un projet qui s'articule autour de ma compagne Carole, qui va être réalisé par Cindy Vered, qui va traiter du sujet de Madame Claude. Mais c'était un film? Madame Claude. Film, ouais. Mais il y a déjà eu un Madame Claude. Ouais, dans les années... Dans les années 70. T'avais 15 ans. Exactement. Non, mais c'est des sujets... Voilà, mais on grandit, on a envie de plein de choses, donc on ne se prive de rien.
Marianne. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle forme en fait de revendication, mais qui est beaucoup plus américaine que française, où on se retrouve avec des revendications qui sont sur des couleurs de peau et sur le fait que, étant racisé, hein, je garde le terme qui est employé par ces personnes-là. Il y a un développement de camps qui seraient non mixtes, d'ateliers non mixtes, dans lesquels en fait les personnes se retrouvent pour discuter et considèrent qu'une personne blanche ne peut pas comprendre leurs problèmes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette forme de revendication-là, et est-ce que vous pensez que c'est très français? Bah non, c'est pas très français. Enfin, en tout cas, c'est bizarre. C'est pas la France que je connais. C'est très bizarre de dire ça, mais moi, j'ai grandi à Maison-Alfort. J'ai été en école publique. J'ai grandi en HLM où, à l'époque, c'était voilà quoi, blanc, noir, ce que vous voulez mélanger. J'ai un peu du mal même à le dire parce que c'était tellement normal. Donc en fait, j'ai jamais été dans une logique communautaire. Maintenant, oui, je suis noir, ça je ne veux pas faire de bon Oui, vous n'avez pas remarqué? Non. Mais si, complètement. Mais du coup, voilà, ces choses-là, j'avoue que ça me dépasse un petit peu. Sans être dans une logique communautaire, il y a quand même ce que racontent ces actrices là, qui viennent de signer un livre manifeste qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Bon, elles racontent quand même des choses qui sont factuelles. La difficulté dans un casting de passer au-delà de la couleur de peau, parfois la difficulté aussi de décrocher des rôles simplement de cette couleur de peau. Attention, évidemment, ce que je viens de dire là n'est pas en opposition à ce que vous venez de dire, parce que ce livre, il est quelque part nécessaire, parce que effectivement... Mais ce qui va se passer, d'ailleurs, je vais donner l'idée à celui qui voudra y penser, parfois, eh bien, c'est les boîtes de casting, justement, pour les gens de quartier. Aussi, un business à concevoir, un business à développer, peut-être, dans le temps. Effectivement, en termes de cinéma, en tout cas, un comédien noir n'est justifié que très souvent par sa couleur. Ça vous arrive, ça? Mais complètement. D'où ma série des films que j'ai refusés. C'est des choses... voilà, si les gens vous dites le personnage s'appelle Julien machin et on voit ma tête, on va dire mais pourquoi? Et la vraie réponse c'est bah pourquoi pas quoi, parce qu'il n'y a pas de souci avec ça, mais on est souvent appelé pour notre couleur de peau. Et c'est pour ça que ces comédiennes, et en plus des comédiennes, c'est déjà de façon générale les comédiennes morflent beaucoup plus que les mecs, mais alors là les comédiennes noires je ne raconte pas. Elles ont beaucoup à dire et je pense qu'un livre, c'est le strict minimum. Mais c'est en train de changer. Le cinéma français change. C'est à nous de le faire changer. Sincèrement, c'est à nous. Je pense que c'est aux nouveaux acteurs d'aller au front, des gens comme Aïssa à travers son livre, des gens comme moi, des gens partout. En fait, c'est en faisant qu'on bouge les choses. C'est pas en criant. Il faut faire des choses, il faut montrer d'autres choses. Et c'est important de le faire aujourd'hui parce que là, on est quand même à un moment où c'est passé aux États-Unis. Oui, on est loin du film Eddie Murphy. Mais en même temps, c'est pas la même histoire, les États-Unis. C'est ça qu'il faut il vaut mieux être noir américain qu'un noir africain sur cette planète, c'est sûr. Je suis pas d'accord. Moi, je suis noir africain, enfin, en tout cas, d'origine africaine, et tout va bien. Donc, les noirs américains ont leur histoire, et nous, on a la nôtre. Mais moi, je suis pas en fantasme sur les noirs américains, loin de là. Vous disiez, là, dans ce contexte, avec... pourquoi on est dans une société tendue là en ce moment, complètement. Complètement, on est dans une société calme. Oui, bah, Dieu merci. Il faut se réjouir du calme, mais on est dans une société si tendue. Il y a des choses très graves, tragiques qui se passent. Et c'est important de ne pas croire qu'on est dans le luxe, parce que évidemment là tout est calme et Dieu merci pourvu que ça dure. Pour une certaine partie du monde on est dans le luxe. Mais évidemment, je ne me pose même pas cette question, c'est évident. C'est comme je pense. Mais moi le premier, Dieu merci, je gagne ma vie, tout va bien. Mais on est quand même dans une société où il y a beaucoup de problèmes et il faut qu'on se bouge, quoi. Mais comment est-ce qu'on se bouge? Est-ce que les acteurs comme vous doivent davantage s'engager, prendre la parole publiquement, signer des tribunes? Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'en fait... Faire des vraies choses. Faire des choses, en fait, c'est essayer de créer à travers nos arts respectifs. Les musiciens, leur meilleure chose à faire, c'est de faire de la musique. Moi, je fais de la scène, je fais du cinéma, et c'est en faisant des choses... Vous avez cité Black Snake. Black Snake, dans le film, j'ai pris 80% un casting noir, et à 70% des inconnus.
Donc c'est une façon d'essayer de révéler des talents. Non, pas du tout, c'est le scénario. Si c'est pour aller chercher à chaque fois les mêmes comédiens, tout ça, c'est le scénario. Il y a des super comédiens qui demandent juste à travailler. Donc en fait, je pense que c'est des petites actions comme ça. Même le dire, c'est un peu gênant, parce que j'ai l'impression de faire du social, c'est pas ça. Oui, mais vous avez du poids aujourd'hui. Vous-même, donc là, vous réalisez votre film, vous l'utilisez, etc. Mais pourquoi, dans les institutions qui sont installées, ça ne bouge pas plus? Parce que les institutions sont très vieilles. La France est un vieux pays tenu par des vieux blancs en général. Et maintenant, on a un jeune blanc. Voilà jusqu'à où je voulais venir. La France est un pays tenu par des vieux blancs. Moi, il est cher, votre culture.